Le réveil sonnait toujours à 7h moins le quart. Élodie Moreau, 48 ans, ouvrait les yeux avant lui, comme si son corps anticipait les habitudes qu'elle avait façonnées au fil des ans. La lumière filtrée des rideaux évoquait les matins de son quartier de Lyon, où les bruits de la ville n'avaient jamais vraiment changé. Elle se levait sans bruit, enfilait son peignoir, préparait le café, puis réveillait doucement Étienne. C'était ainsi depuis presque 3 décennies. Leur mariage, vu de l'extérieur, semblait exemplaire. Elle, enseignante de littérature, dans un lycée traditionnel, passionnée par Victor Hugo et Marguerite Duras, toujours souriante, respectée par ses élèves. Lui, avocat renommé, méthodique, discret, spécialiste en droit patrimonial. Ils formaient ce couple que l'on qualifie souvent de solide, un modèle de constance et de réussite tranquille. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants devenus adultes. Camille, maintenant ingénieur à Grenoble, et Lucas, médecin en région parisienne. Mais depuis quelques mois, un changement invisible s'était installé. Ce n'était ni un cri, ni une dispute, ni même un mot de trop. Juste une suite de minuscules absences, presque imperceptibles. Étienne rentrait toujours à l'heure, mais son regard restait ailleurs. Il répondait par automatisme, souriait sans émotion, posait sa mallette sur le buffet sans un mot, comme si ce geste répétitif suffisait à signaler sa présence. Le soir, il s'endormait face à la télévision, comme s'il fuyait une conversation devenue inutile. Élodie, d'abord, tenta de rationaliser. Le stress du travail, les dossiers compliqués, les responsabilités. Elle-même, parfois, rentrait épuisée après une journée à corriger des dissertations sur Madame Bovary ou à apaiser les tensions adolescentes en salle des professeurs. Mais quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas la fatigue, c'était le vide. Un silence qui s'installait dans les moindres interstices de leur quotidien. Elle se surprenait à observer Étienne plus souvent, cherchant un geste, une parole, une trace de cette complicité ancienne. Les matins devenaient des rituels muets. Le dimanche, autrefois consacré aux promenades ou aux repas en famille, se transformait en journées d'errance silencieuse dans leur maison trop bien rangée. Leurs rares sorties à 2 perdèrent leur saveur, comme si chacun jouait un rôle, récitant une scène usée d'une pièce de théâtre qu'ils connaissaient par cœur. Un soir, tandis qu'elle rangeait les assiettes après un dîner insipide, elle osa demander s'il allait bien. Étienne, sans lever les yeux de son journal, répondit simplement « oui », d'un ton neutre. Ce n'était pas une réponse, c'était un écran. À ce moment précis, Élodie sentit une fissure s'ouvrir. Elle n'était ni soudaine ni brutale. Elle était ancienne, sans doute, mais elle venait de devenir visible. Elle se rappelait leur jeunesse, leurs étés à la mer, les longues discussions, nocturnes sur leurs rêves. Où étaient passées ces nuits d'enthousiasme partagé? Les souvenirs flottaient, parfois aigres, parfois doux, comme les pages d'un roman qu'elle avait trop souvent relu. Elle n'était pas naïve, elle savait que le temps altère les passions, mais elle refusait de croire que le silence était leur seule issue. Élodie commença à noter les détails. Un parfum inconnu sur sa chemise, des messages effacés trop vite, des absences expliquées à demi-mot. Elle n'avait pas de preuves, seulement une intuition lancinante. Quelque chose se tramait dans l'ombre de leur routine. Elle ne parla à personne, pas même à sa sœur, ni à ses collègues, encore moins à ses enfants. Elle préférait l'observation au jugement, l'analyse au bruit. Peut-être était-ce une crise passagère. Peut-être Étienne traversait-il une phase difficile. Mais une voix en elle, de plus en plus forte, murmurait autre chose. Et puis, il y avait ce regard. Quand elle entrait dans une pièce, il ne la voyait plus. Il la regardait, certes, mais sans la voir. Ce regard éteint, distant, devenu si fréquent, la blessait plus que l'absence. Parce qu'il ne contenait rien, pas même du mépris. Juste une indifférence polie, presque respectueuse, mais totalement vide. Elle en vint à redouter les soirs, les week-ends, les moments partagés. Elle souriait devant ses élèves, corrigeait, avec rigueur, échangeait avec ses collègues. Mais à la maison, elle devenait invisible. Ou plutôt, elle se sentait effacée, doucement remplacée par une absence dont elle ne connaissait pas encore le nom. Le silence d'Étienne n'était pas un oubli, c'était une décision. Et ce silence, plus que tout,
commençait à parler. C'était un dimanche gris, comme tant d'autres. Le genre de journée où les volets restent entr'ouverts, où le temps semble suspendu entre le café du matin et l'ennui de l'après-midi. Étienne, assis dans le fauteuil du salon, pestait contre une mise à jour de son téléphone. Il n'était pas doué pour ces choses-là. Il l'avouait lui-même. Élodie, curieuse de détourner ses pensées de ses propres soupçons, proposa son aide. Elle s'assit près de lui, prit le téléphone, navigua dans les paramètres, tapota sur l'écran avec l'assurance de celle qui avait appris à suivre le rythme numérique de ses élèves. Étienne la regardait faire, distrait, ses yeux rivés à l'écran de la télévision. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Au moment de redémarrer l'appareil, une notification s'afficha brièvement. Un aperçu de photo, visiblement récente, prise dans un cadre inconnu. Son pouce hésita, puis cliqua. L'image s'ouvrit en plein écran. Le souffle d'Élodie se coupa. La photo montrait Étienne, souriant, détendu, un bras autour des épaules d'une jeune femme. Ils étaient assis côte à côte dans un restaurant à l'éclairage tamisé, probablement à Paris vu les détails du décor. La femme, blonde, la peau claire, les yeux pétillants, posait avec une aisance qui n'avait rien d'une simple « amie ». Il y avait dans ce cliché une intimité crue, presque insupportable. Et en bas, une légende écrite dans un ton léger. « Encore un dimanche parfait avec toi ». Une seconde plus tard, la légende disparut. Étienne, ayant remarqué, le regard fixe de sa femme, avait repris le téléphone et, d'un geste rapide, effaça le texte. Mais il était trop tard. Élodie ne dit rien immédiatement. Elle se leva lentement, le cœur battant, les mains froides, l'estomac noué. Elle entendit Étienne murmurer quelque chose d'inaudible, peut-être une tentative d'explication. Mais elle n'écoutait déjà plus. Elle monta à l'étage, s'enferma dans la salle de bain, s'assit sur le rebord de la baignoire. L'image se rejouait en boucle dans son esprit. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la certitude. Ce que son intuition murmurait depuis des semaines, ce que son regard cherchait sans oser croire, était désormais une évidence. Elle ne pleura pas tout de suite. Il y avait, au-delà du choc, une forme de lucidité froide qui prenait le dessus. Elle pensait aux années partagées, aux gestes répétés, aux mots donnés, à l'histoire construite jour après jour. Et elle réalisait que cet homme qu'elle croyait connaître lui mentait, pas par omission, par volonté. Il avait effacé un pan entier de leur vie commune pour le remplacer, en silence, par une autre. Dans les jours qui suivirent, Élodie ne parla pas de la photo. Étienne, lui non plus, n'évoqua rien. Ils continuèrent à vivre dans cette maison, au mur complice de leur mutisme. Mais un changement s'était opéré. Elle ne le regardait plus de la même manière. Elle observait. Elle calculait ses absences, notait ses humeurs, analysait ses gestes. Elle devenait, sans le vouloir, l'archéologue de sa propre vie. Un soir, alors qu'il croyait qu'elle dormait, elle l'entendit chuchoter au téléphone. Sa voix, douce, presque adolescente, n'avait rien à voir avec celle qu'elle connaissait. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle reconnaissait le ton. C'était celui de l'homme amoureux, de celui qui s'oublie dans un lien nouveau. Elle serra les dents. Elle n'était plus triste. Elle était blessée, certes, mais surtout éveillée. Dans la solitude de ces nuits, Élodie commença à remonter le fil. Qui était cette femme? Depuis quand cette liaison durait-elle? Étienne avait-il déjà imaginé tout quitter? Avait-il seulement eu l'intention de parler? Chaque question la rapprochait d'une vérité plus vaste, plus douloureuse. Mais elle savait désormais qu'elle n'était pas folle, que son ressenti avait un nom, une image, une preuve. Elle se mit à fouiller discrètement. Pas par vengeance, pas encore, mais par besoin de comprendre. Elle ouvrait ses mails quand il s'absentait, regardait les relevés bancaires, notait les noms, les lieux, les horaires. Une enquête muette, minutieuse, menée avec la précision d'une femme trahie qui ne cherche plus à sauver ce qui est déjà perdu, mais à ne plus jamais se laisser aveugler. Et pourtant, malgré tout, elle continuait à faire semblant, à préparer les repas, à répondre aux messages familiaux, à corriger les copies, à saluer les voisins.
Elle était encore l'épouse d'Étienne aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, elle était devenue autre chose. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui attendait. Paris, au printemps, est un théâtre vivant. Les rues bruissent de conversations, les cafés débordent d'agitation, les vitrines s'illuminent de promesses. Élodie y était venue 1000 fois avec ses élèves, pour les sorties culturelles, les visites guidées, les musées. Cette fois, pourtant, le décor avait une autre fonction. Il devenait le terrain d'une quête personnelle, dissimulée sous les apparences d'un voyage scolaire. Elle accompagnait une classe de terminale pour un séjour de 4 jours dans la capitale. Entre 2 visites au musée d'Orsay et une pièce de théâtre dans le Marais, elle profitait de brefs moments de liberté. Avant de partir, un hasard, ou peut-être une négligence d'Étienne, avait laissé un indice sur leur imprimante partagée. Un email partiellement imprimé, annonçant une réservation dans un immeuble cossu du 7e arrondissement. Il ne fallait pas plus à Élodie pour y voir une piste. Le jeudi après-midi, tandis que les élèves participaient à un atelier encadré par un collègue, elle prit un taxi. L'adresse la mena à une rue calme, bordée de platanes, près des Invalides. Les bâtiments, haussmanniens, respirèrent l'aisance et la discrétion. Elle descendit sans un mot, marcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle se posta, sur le trottoir d'en face, feignant de consulter son téléphone. Et là, le temps s'arrêta. À peine 10 minutes plus tard, elle le vit. Étienne. Sortant de la porte cochère, vêtu avec soin, la main glissée naturellement dans celle d'une femme. La même. Celle de la photo. Claire. Aucun doute possible. Il riait, insouciant, comme 2 amants dans la lumière dorée du soir parisien. Élodie sentit ses jambes se dérober, mais elle resta figée, invisible, prisonnière d'un instant irréel. Ils marchèrent quelques pas, s'arrêtèrent devant une boutique. Elle lut l'enseigne. Robe de mariée. Le nom, élégant, évoquait l'élite parisienne. Les vitrines montraient des créations délicates, faites de soie et de dentelle. Et elle, Claire, entra dans la boutique en tirant doucement Étienne par la main. Élodie recula d'un pas, comme frappée. Elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait exactement. Une robe? Un achat innocent? Un jeu? Mais lorsqu'elle vit, quelques minutes plus tard, Claire sortir avec une employée, tenant un porte-habits soigneusement dissimulé dans une housse ivoire, elle sut. Ce n'était plus une liaison. Ce n'était plus une passade. C'était une autre vie, organisée, planifiée, prête à éclore. Étienne, cet homme avec qui elle avait partagé 28 ans d'existence, construisait en silence un futur dans lequel elle n'existait plus. Il ne la quittait pas, il l'effaçait. Élodie retourna à l'hôtel sans souvenir du trajet. Elle répondit machinalement aux questions de ses collègues, assura la surveillance du dîner des élèves, assista même au spectacle du soir avec une impassibilité glaciale. Mais en elle, quelque chose avait cédé. Ce n'était pas une supposition. Ce n'était plus une intuition. C'était une certitude tranchante qui transperçait toute illusion. Dans sa chambre, elle resta éveillée des heures. Le visage de Claire lui revenait sans cesse. Elle cherchait à comprendre. Qui était-elle? D'où venait-elle? Que savait-elle vraiment? Était-elle consciente de tout le mal causé? Était-elle complice ou simplement séduite par un mensonge bien ficelé? Et Étienne? Depuis quand préparait-il cette trahison maquillée en renaissance? Le lendemain matin, elle se regarda longuement dans le miroir. Ses traits étaient tirés, ses yeux fatigués, mais une expression nouvelle habitait son visage. Ce n'était pas de la douleur, c'était une détermination silencieuse. Elle ne pouvait plus reculer. Le théâtre de Paris lui avait révélé la pièce cachée de sa vie. Elle n'était pas une spectatrice, elle devenait actrice. Le reste du séjour se déroula sans incident. Les élèves ne remarquèrent rien, ses collègues non plus. Mais dans la tête d'Élodie, un plan commençait à naître. Pas de vengeance immédiate, pas de confrontation stérile. Non, quelque chose de plus lent, de plus réfléchi, de plus profond. Car si Étienne pensait pouvoir réécrire leur histoire à sa manière, elle, Élodie, allait lui rappeler que certaines vérités ne se laissent pas effacer. Le train roulait à grande vitesse vers Paris,
emportant Élodie avec ses élèves et 2 collègues pour un séjour scolaire de 4 jours. Depuis son siège près de la fenêtre, elle regardait les paysages défiler sans les voir, les pensées embrouillées par les images de la photo qu'elle n'arrivait pas à effacer de son esprit. La femme blonde, le sourire d'Étienne, l'ambiance intime du restaurant, tout cela hantait ses nuits depuis 2 semaines. Il lui fallait plus que des soupçons. Il lui fallait des certitudes. Le 2e jour du voyage, une opportunité inattendue s'offrit à elle. Pendant que le groupe visitait une bibliothèque nationale, Élodie prétexta un rendez-vous personnel. Elle savait exactement où aller. Quelques jours avant son départ, une feuille restée dans l'imprimante commune de leur bureau avait révélé par inadvertance un email confirmant une réservation dans un appartement parisien. L'adresse y figurait rue du Roc, dans le 7e arrondissement. Elle n'en avait pas parlé. Elle avait simplement plié le papier et l'avait rangé dans un vieux roman, comme un fragment d'un chapitre qu'elle n'était pas encore prête à lire. Elle quitta le groupe à la station Montparnasse, descendit dans le métro, serra son manteau contre elle malgré la douceur printanière. Chaque station qui la rapprochait de la rue du Roc faisait battre son cœur un peu plus fort. Ce qu'elle redoutait n'était plus la trahison, c'était de la voir en face, d'en être témoin, de la rendre réelle. Arrivée sur place, elle longea la rue lentement, observant les immeubles haussmanniens, les balcons fleuris, les voitures de luxe, stationnées. Le quartier respirait la discrétion bourgeoise, l'élégance silencieuse des gens qui n'ont rien à prouver. Elle repéra l'adresse, un immeuble en pierre de taille, entrée vitrée, concierge invisible. Elle s'installa sur un banc, à une distance suffisante pour voir sans être vue. Le temps s'étira. Elle sentit les minutes s'écouler lentement, son regard fixant chaque silhouette qui apparaissait. Puis, soudain, il sortit. Étienne. Il portait une veste claire, ses lunettes de soleil glissées sur le front, une expression sereine, presque joyeuse. À son bras, une jeune femme aux cheveux blonds détachés, robe fluide, lunettes oversized, talons discrets, clairs. La même que sur la photo. Elle se tenait à lui avec naturel, comme si cela avait toujours été leur habitude. Élodie se figea. Son souffle se coupa. Ce n'était plus une image numérique. C'était une scène réelle, là, devant elle. Étienne riait à quelque chose que Claire lui murmurait. Ils s'arrêtèrent un instant, s'embrassèrent légèrement, puis reprirent leur marche en direction d'une boutique chic, quelques pas plus loin. Élodie, les jambes tremblantes, se leva. À distance, elle les suivit. La vitrine de la boutique indiquait « Haute couture, robe de mariée ». Elle resta plantée sur le trottoir d'en face, incapable de détourner le regard. Claire entra la première, suivie d'Étienne. À travers la verrière, on devinait les tissus, les couturières, les sourires. Une demi-heure plus tard, ils sortirent. Claire portait une housse blanche longue, soigneusement enroulée. Elle rayonnait. Étienne lui tenait la main comme on tient un avenir. Élodie sentit le sol basculer sous ses pieds. Ce n'était pas un flirt. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était un engagement. Une vie parallèle, planifiée avec précision. Étienne ne la trompait pas. Il la remplaçait. Il avait déjà tourné la page, écrit une nouvelle histoire avec une autre femme, dans une autre ville. Et il n'avait rien dit. Pas un mot. Pas une hésitation. Elle retourna à l'hôtel en état de choc, croisa ses élèves sans entendre leur rire, répondit à peine aux questions de ses collègues. Elle mangea sans goût, s'endormit tard, hantée par la vision de la robe. Pendant des heures, elle tenta de se convaincre qu'elle pouvait encore faire marche arrière. Mais au fond d'elle, elle savait. Une frontière avait été franchie. Le lendemain, en observant ses élèves s'extasier devant un tableau impressionniste, elle eut une révélation glaciale. Étienne n'avait pas simplement été infidèle, il avait mené une double vie avec soin, avec stratégie, avec lâcheté. Il avait construit un mensonge si parfaitement huilé qu'il lui avait fallu 28 ans de confiance pour en briser la surface. De retour dans sa chambre, Élodie rouvrit le vieux roman où elle avait glissé le mail imprimé. Elle le relut, chaque mot désormais chargé d'un sens nouveau. Elle commença à faire des recherches. Elle nota l'adresse exacte, le nom de la boutique de robes, les horaires observés.
Elle visita le profil LinkedIn de Claire, chercha des informations, suivit des liens, découvrit qu'elle travaillait dans une entreprise de relations publiques. Elle ouvrit un carnet, écrivit la date, le lieu, le nom. Ce jour-là, elle ne ressentait plus de tristesse. Elle ressentait autre chose, une forme d'élan, une clarté d'esprit nouvelle. Elle comprenait désormais que son rôle ne serait plus passif. Elle ne serait pas celle qui subit, mais celle qui agit. Et pour agir, il fallait d'abord savoir. Tout, jusqu'au dernier détail. Paris lui avait arraché ses dernières illusions. Mais Paris lui avait aussi donné un objectif. À partir de maintenant, elle allait écrire sa propre histoire. Pas celle d'une femme abandonnée, mais celle d'une femme qui regarde l'abîme et décide de le traverser debout. Les jours qui suivirent furent d'une tranquillité trompeuse. Élodie continuait de vaquer à ses occupations avec une précision presque clinique. Elle corrigeait ses copies, préparait ses cours, souriait aux collègues, saluait les voisins. Mais sous cette surface lisse, chaque minute était désormais consacrée à un plan qui prenait forme dans le silence, un projet qui n'avait rien de spontané. Il ne s'agissait plus de douleur ou de tristesse. Il s'agissait de mémoire et de justice. Elle comprenait que son effacement n'avait pas été une erreur. Étienne l'avait orchestré avec la minutie d'un avocat habitué à manipuler les détails. Il l'avait laissé dans leur maison commune, entouré des objets de leur vie passée, pendant qu'ils bâtissaient, ailleurs, un nouveau récit dans lequel elle n'existait plus. Mais si elle devait partir, ce ne serait pas en silence, ce serait avec une signature. La première étape fut l'observation. Elle commença à rassembler tout ce qui pouvait avoir un lien avec le mariage annoncé. Les noms sur l'invitation, les prestataires visibles, le lieu de la réception. Elle consulta discrètement les sites spécialisés, Château de la Combe, un domaine réputé pour ses événements haut de gamme, souvent réservés des mois à l'avance. Elle identifia les photographes habituels du lieu, les traiteurs associés, les décorateurs mentionnés dans les réseaux sociaux. Elle créa des profils anonymes, un compte Instagram fictif, un autre sur Facebook, une adresse e-mail nouvelle. Elle devint tour à tour Anne, Sophie ou Margot, selon les besoins. Elle commença à suivre les comptes professionnels, à aimer les publications, à poser des questions sous couvert de futurs projets de mariage. Ce fut ainsi qu'elle obtint des informations sur les préparatifs en cours, une cérémonie en sentis extérieur, un dîner aux chandelles, un groupe de jazz prévu pour la soirée. Elle nota tout dans un carnet à spirale, qu'elle gardait dans un tiroir de son bureau, soigneusement dissimulé. Chaque page était datée, chaque détail vérifié. Étienne et Claire avaient choisi un univers raffiné, romantique, presque théâtral. Parfait, pensa-t-elle. Rien ne serait plus vulnérable qu'une façade parfaitement polie. Puis elle se concentra sur Claire. Elle trouva son compte LinkedIn, ses profils sur les réseaux sociaux, ses publications publiques. Claire travaillait dans les relations publiques pour une entreprise de cosmétiques de luxe. Elle apparaissait souvent dans des soirées mondaines, des vernissages, des conférences. Elle avait des amies influentes, des collègues visibles, une réputation soignée. Élodie commença à entrer discrètement dans cet univers. Elle créa un autre profil, cette fois pour se rapprocher de certaines connaissances de Claire. Une cousine éloignée, une ancienne camarade de fac, une collègue identifiée via une story. Elle engagea des conversations anodines, laissa des commentaires flatteurs, fit mine de chercher un partenariat professionnel imaginaire. Elle ne voulait pas se faire repérer. Elle voulait simplement être là, observer, collecter. Son objectif n'était pas de saboter un mariage, c'était de démontrer, avec des preuves, que ce mariage n'était pas l'aboutissement d'une belle histoire d'amour, mais le fruit d'une trahison planifiée, d'une double vie entretenue pendant des mois, peut-être des années. Elle voulait que ceux qui lèveraient leur coupe à Bordeaux sachent ce qu'ils célébraient vraiment. Un matin, elle franchit une étape supplémentaire. Elle se rendit dans une imprimerie locale et fit reproduire, sur du papier glacé, la photo qu'elle avait vue sur le téléphone d'Étienne. Le selfie au restaurant. Elle fit également imprimer quelques captures d'écran des échanges obtenus grâce à ses faux profils. Des messages, des commentaires, des preuves de rendez-vous. Elle ne savait pas encore comment elle utiliserait tout cela.
mais elle voulait que les preuves existent, qu'elles soient tangibles, qu'elles puissent être montrées, diffusées, déposées comme des pièces à conviction dans un procès intime. Elle ne cherchait pas la haine. Elle cherchait la vérité. Ce fut à cette période qu'elle entendit parler d'un nom. Juliette. En parcourant les commentaires sous une publication de Claire, elle tomba sur une réaction différente des autres. Là où les autres félicitaient, Juliette écrivait simplement « Chacun son tour, n'est-ce pas ?» Intriguée, Élodie consulta son profil. Juliette, ancienne amie de Claire selon les photos anciennes, semblait s'être éloignée d'elle. Récemment. Son ton, sec, trahissait un passé non réglé. Élodie hésita. Puis elle lui écrivit. Sous le pseudonyme de Margot, elle proposa une rencontre, évoquant un projet professionnel fictif. Juliette accepta. Elles convinrent d'un café dans le quartier de la Croix-Rousse. Élodie s'y rendit avec une appréhension nouvelle. Elle ne savait pas encore si cette rencontre allait l'aider, mais elle savait que, pour la première fois depuis des semaines, elle n'était peut-être plus seule. Le café se trouvait, au sommet de la colline de la Croix-Rousse, dans une petite rue pavée bordée d'ateliers d'artisans et de librairies indépendantes. Il était midi quand Élodie y entra, vêtue d'un trench beige, lunettes noires dissimulant une fatigue qu'elle ne prenait plus la peine de maquiller. À l'intérieur, les murs de pierre, les étagères de livres, les arômes de café torréfié créaient une atmosphère de calme feutré. Une femme était déjà installée au fond de la salle, seule, un thé devant elle. Elle leva les yeux en entendant la clochette de la porte. Élodie s'approcha. « Juliette ?» La femme acquiesça. Brune, la quarantaine affirmée, le regard, perçant, elle portait une élégance naturelle teintée d'une méfiance manifeste. Élodie s'assit sans détour. Les deux femmes s'observèrent quelques secondes. Aucun mot. Puis Juliette rompit le silence. « Alors, vous n'êtes pas vraiment Margot, n'est-ce pas ?» Élodie eut un sourire triste. Elle retira ses lunettes, laissa tomber les apparences. « Non, je m'appelle Élodie Moreau, et je suis... Enfin, j'étais la femme d'Étienne. » Juliette la fixa, son visage se décomposant lentement entre surprise, compassion et un éclat de colère ancienne qui semblait trouver soudain un nouvel écho. « Claire vous a volé votre mari. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. » Élodie hocha la tête. « Pas seulement. Elle a aidé à le faire disparaître de ma vie, sans un mot, sans une explication. Et maintenant, il se marie. » Juliette inspira profondément, posa sa tasse avec fermeté. Puis, lentement, elle se pencha en avant. « Vous savez, Claire a toujours eu ce talent. Elle se faufile, elle séduit, elle manipule. Et quand elle a ce qu'elle veut, elle efface tout derrière elle. Moi, je croyais que c'était de l'ambition. J'ai compris trop tard que c'était du mépris. » Élodie écoutait, immobile. Elle sentait qu'elle venait de trouver bien plus qu'un témoin. Juliette, ancienne amie de Claire, semblait porter en elle une blessure non refermée, une histoire parallèle, un autre chapitre d'un roman noir que toutes deux avaient vécu différemment. « Racontez-moi, » dit doucement Élodie. Et Juliette raconta. Claire et elle s'étaient connues à l'université. Amies inséparables, colocataires un temps, elles avaient partagé leurs rêves, leurs galères, leurs premières ambitions. Puis Claire avait commencé à gravir les échelons, d'abord dans les relations presse, puis dans les grandes agences. Toujours entourée, toujours admirée. Jusqu'au jour où Juliette découvrit qu'un projet qu'elles avaient monté ensemble avait été présenté par Claire comme une idée personnelle. Le contrat avait été signé sans elle. Aucune explication. Aucun remords. « Elle ne coupe pas les liens, elle les ampute », conclut Juliette, et toujours avec le sourire. Elles restèrent un moment silencieuses. Puis Élodie sortit de son sac une enveloppe. Elle en sortit une copie de l'invitation, quelques photos, des impressions d'écran. « Je ne veux pas me venger », mentit-elle presque. « Je veux juste que tout le monde sache. » Juliette parcourut les documents, en silence, le regard dur. Lorsqu'elle releva les yeux, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement une confidente. Elle devenait complice. « Vous avez déjà pensé à ce que vous pourriez faire avec ça ?» Élodie hocha la tête. « Je veux que ce mariage soit interrompu.
pas par un scandale vulgaire. Par la vérité, propre. Claire aime l'image, la mise en scène. Je veux briser ça. Devant tout le monde, que chacun voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont. Juliette esquissa un sourire glacé. Alors vous êtes plus forte que vous ne le croyez, Élodie. Et je peux vous aider. Elles passèrent plus d'une heure à discuter. Juliette connaissait encore des gens dans le cercle de Claire. Des noms, des habitudes, des points faibles. Ensemble, elles esquissèrent les premières lignes d'un plan. Pas une revanche désordonnée, non. Une déconstruction. Méthodique, ciblée, irréfutable. Élodie sortit du café ce jour-là différente. Pour la première fois depuis le début de sa chute, elle sentait que le sol sous ses pieds tenait bon. Elle n'était plus une épouse trahie. Elle devenait une stratège. Et Juliette, l'ancienne amie blessée, devenait son alliée la plus précieuse. Leur objectif n'était pas de faire souffrir. Leur objectif était de dévoiler. Et pour cela, elles allaient avancer dans l'ombre, calmement, patiemment, jusqu'au jour où la lumière tomberait sur la scène, et où plus personne ne pourrait détourner le regard. Le plan d'Élodie et Juliette avançait lentement, mais sûrement. Elles s'étaient mises d'accord sur une stratégie de discrétion, opérant comme deux mains invisibles déplaçant les fils d'une marionnette. Juliette exploitait ses anciens contacts pour récolter des anecdotes, des habitudes, des failles dans l'entourage de Claire, tandis qu'Élodie poursuivait son infiltration numérique sous divers pseudonymes, échangeant avec des prestataires, consultant discrètement les professionnels liés au mariage. Mais à force de mouvement, même les ombres laissent des traces. Et Claire, experte en perception, fine observatrice des comportements, commença à ressentir une anomalie. Ce fut d'abord une simple impression, un message étrange sur son compte professionnel émanant d'une certaine Agnès, une prétendue influenceuse souhaitant collaborer sur une campagne beauté. Le ton était inhabituel, les références imprécises. Claire refusa poliment, mais une gêne naquit en elle. Puis vinrent les coïncidences. Un ancien collègue mentionna avoir reçu un message concernant elle d'une femme se présentant comme chercheuse en sociologie, curieuse de l'évolution des carrières dans la communication. Une autre fois, une amie proche l'informa qu'une personne avait consulté de vieilles photos de groupe sur son profil privé, laissant un commentaire énigmatique. Claire, habituée aux sollicitations constantes, aurait pu ignorer ces incidents isolés, mais leur fréquence, leur ton dissonant, déclenchèrent un signal d'alarme intérieure. Un soir, tandis qu'elle dînait avec Étienne sur leur terrasse, bordelaise, elle évoqua le sujet. « Tu ne trouves pas étrange que certaines personnes posent des questions sur moi en ce moment? Des inconnus, sur les réseaux ou ailleurs? J'ai l'impression d'être surveillée. » Étienne fronça les sourcils. « Tu crois que c'est lié à ton travail? Un concurrent? Une campagne malveillante? » Claire haussa les épaules, visiblement troublée. « Non, c'est plus personnel que ça. Comme si quelqu'un fouillait, lentement, sans se montrer. » Étienne tenta de la rassurer, mais en lui, une ombre de doute s'installa. Depuis quelques jours, lui aussi avait remarqué de légères perturbations dans son quotidien. Des rendez-vous, annulés au dernier moment, des collègues soudain moins chaleureux, un client important qui évitait ses appels. Il mit cela sur le compte du stress du mariage. Mais maintenant, les mots de Claire lui donnaient une autre teinte. Les jours suivants, Claire intensifia sa vigilance. Elle passa ses profils au peigne fin, renforça ses paramètres de confidentialité, effaça certaines anciennes publications, elle interrogea discrètement ses proches, puis elle décida de faire appel à une amie dans le domaine de la cybersécurité. Ensemble, elles passèrent en revue les connexions suspectes, les requêtes inhabituelles, les profils qui semblaient trop bien informés pour être anodins. Leurs recherches finirent par faire émerger un nom récurrent, celui de Margot Lenoir, une femme au profil discret, mais très active sur les réseaux professionnels liés au mariage, à la communication et à la littérature. Claire ne la connaissait pas. Mais les traces numériques de cette Margot la menaient à des groupes, des comptes, et parfois à des commentaires sous ses propres publications. C'était une présence fine, mais insistante. Une toile. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle ne comprenait pas encore l'ampleur du réseau,
Mais une certitude naissait en elle. Quelqu'un creusait dans sa vie. Et ce quelqu'un n'était pas une simple curieuse. C'était une main invisible qui savait où chercher. De son côté, Étienne reçut un appel inattendu de son ancienne secrétaire, restée proche de certains de ses associés à Lyon. Elle lui confia d'une voix hésitante: « J'ai entendu des rumeurs, des choses qui circulent. À propos de toi, de ton divorce qui n'a jamais été officialisé, et de Claire. Je crois que quelqu'un veut nuire à votre réputation. » Étienne se raidit. Il comprit enfin que ce qu'il avait voulu effacer en silence refusait de disparaître. Il pensa immédiatement à Élodie, et cette pensée, plus que la peur, le transperça d'un mélange de culpabilité et d'inquiétude. Car il connaissait sa femme. Il savait ce dont elle était capable quand elle cessait de souffrir pour commencer à agir. Le couple commença, alors à restreindre les informations liées au mariage. Le site web privé de la cérémonie fut désactivé. Les invitations futures furent envoyées par courrier uniquement, sans relais numérique. Claire contacta les prestataires pour les informer de ne partager aucune photo avant ou après l'événement sans validation. Tout devait rester sous contrôle. Mais malgré tous ses efforts, la méfiance s'installa. Étienne commença à observer Claire d'un œil nouveau, se demandant ce qu'elle cachait elle aussi. Claire, de son côté, multiplia les vérifications, suspectant même certains amis. Le doute, ce poison lent, infiltrait désormais leur idylle soigneusement construite. À Lyon, Élodie observait les réactions. Elle vit les profils se fermer, les publications disparaître, les prestataires devenir inaccessibles. Elle comprit que Claire avait flairé quelque chose. Mais elle n'en fut pas alarmée. Au contraire, c'était la preuve que leur présence se faisait sentir, que la façade commençait à se fissurer. Juliette, en apprenant ces mouvements, sourit avec amertume. C'est le début de la panique. Ils sentent le souffle de ce qu'ils ont voulu enterrer. Et crois-moi, Élodie, ils ne savent pas encore ce que signifie perdre le contrôle d'un récit. Élodie ne répondit rien. Elle regardait le carnet sur la table, ses notes précises, les liens établis, les prochaines étapes soulignées. Elle savait que le risque existait. Mais elle savait aussi que rien ne pouvait arrêter ce qui avait été enclenché. Ce n'était plus une attaque, c'était une révélation. Et elle approchait. Le printemps tirait lentement sa révérence, et les jours s'allongeaient dans une lumière dorée qui n'apportait aucun réconfort à Élodie. À mesure que le mariage approchait, le silence autour de l'événement devenait plus pesant. Les réseaux sociaux s'étaient refermés, les prestataires s'étaient cloîtrés dans une discrétion stricte, et Claire, désormais sur ses gardes, effaçait méthodiquement toute trace numérique compromettante. Pourtant, Élodie n'avait pas ralenti. Si les canaux visibles se tarissaient, elle se tournait désormais vers les zones grises de son passé, là où l'histoire d'Étienne et Claire pouvait avoir commencé à se tisser bien avant Paris. C'est en fouillant dans de vieilles photos de famille, à la recherche d'anciens amis, qu'elle découvrit un cliché oublié. Une réception dans leur maison de campagne à Beaujolais, il y avait peut-être 6 ou 7 ans. Autour de la piscine, plusieurs visages connus, parmi eux un certain Olivier Després, collègue d'Étienne, juriste comme lui, fréquent visiteur à l'époque. Et juste derrière lui, presque effacée dans la lumière du soleil, Claire, plus jeune, cheveux attachés, un sourire discret. Elle portait un plateau. Elle n'était pas invitée. Elle travaillait pour le traiteur. Élodie sentit son estomac se nouer. Elle agrandit la photo. Aucun doute. Claire était là. Elle connaissait cette maison. Elle connaissait Étienne. Elle était entrée dans leur vie bien avant la première alerte. Et cela changeait tout. Elle contacta Juliette sans attendre. « Elle était là. Elle était dans notre maison. Des années avant. Tu savais qu'elle avait travaillé pour un traiteur ?» Juliette réfléchit, fouilla ses souvenirs. Oui, elle faisait ça au début. Elle avait besoin d'argent, bossait pour des agences d'événementiel. Elle m'avait dit qu'elle faisait parfois des services dans des maisons bourgeoises. Elle a même évoqué un homme important qu'elle avait rencontré pendant un cocktail. Elle n'a jamais dit son nom, mais je crois qu'elle parlait d'Étienne. Le choc fut d'autant plus brutal. La trahison n'était pas récente. Elle était enracinée. Claire avait vu leur vie de l'intérieur, avait foulé les tapis de leur salon,
entendu leurs conversations, observé leurs gestes. Elle avait été témoin de leur complicité, de leur quotidien. Et elle avait choisi d'y semer, lentement, une autre histoire. Un récit parallèle. Élodie ressentit un vertige. Elle revit tous les instants partagés avec Étienne depuis cette époque. Chaque attention, chaque mot tendre, chaque week-end improvisé. Et à présent, tous ces souvenirs semblaient contaminés, tordus par la possibilité qu'il existait, en coulisses, une autre femme, silencieuse, patiente, présente. Elle approfondit ses recherches. Par recoupement, elle retrouva les registres de la société de traiteurs qui avait travaillé pour eux. Le nom de Claire Dupont y figurait bien. Elle avait été affectée à plusieurs événements où Étienne était présent. Et d'autres noms réapparaissaient, dont celui d'Olivier Després, un homme que le couple avait fini par perdre de vue, sans raison apparente. Elle décida de le contacter. Sous prétexte de renouer, elle l'invita à prendre un café. Olivier accepta, intrigué. Le rendez-vous eut lieu un samedi matin, dans un bistrot discret de la presqu'île. Olivier, la cinquantaine alerte, semblait sincèrement content de revoir Élodie. Après les politesses d'usage, elle attaqua. « Dis-moi, tu te souviens de Claire Dupont ?» Olivier haussa un sourcil. « Bien sûr, je croyais que vous ne la connaissiez pas à l'époque. »« Je croyais aussi. Mais elle était là, à Beaujolais, avec toi. » Elle servait. Olivier sembla mal à l'aise. Il but une gorgée de café, évita son regard. « Écoute, Élodie, je ne sais pas ce que tu sais exactement. Mais oui, je la connaissais. Je l'ai même présentée à Étienne. Le monde sembla se fissurer autour d'elle. C'était un jeu? Tu étais complice? » Olivier secoua la tête. « Non, je ne savais pas où ça mènerait. Elle m'avait charmé au départ. On a flirté. Puis un soir, elle a insisté pour venir à une soirée. Étienne était là. Ils ont discuté. Moi, je n'y ai vu qu'une conversation. Plus tard, elle a disparu de ma vie. Et apparemment, elle est restée dans la tienne. » Élodie sentit, sa gorge se nouer. Claire n'était pas un hasard. Elle avait suivi une trajectoire précise. Elle s'était rapprochée d'un ami, avait accédé à leur monde, s'était introduite dans leur cercle intime. Étienne ne l'avait pas rencontrée. Par hasard, il l'avait laissée entrer. Peu importe à quel moment tout avait basculé. Le simple fait qu'elle ait été là dès le début suffisait à transformer la trahison en stratégie. De retour chez elle, Élodie rassembla ses documents, ses notes, les photos. Le plan se redessinait. Ce n'était plus simplement une réponse à une infidélité. C'était une restitution historique, une relecture complète de ce qu'avait été son mariage. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi. Elle voulait désormais que tous comprennent comment. Elle appela Juliette. C'est pire que ce que je croyais. Elle est là depuis le début. Elle a tout construit, tout planifié. Juliette resta silencieuse un moment, puis répondit d'une voix grave. Alors on ne les démasquera pas seulement pour leur duplicité. On les détruira. Pour avoir menti sur l'origine même de leur histoire. Et ce sera encore plus puissant. Élodie ferma son carnet. Son regard était fixe, déterminé. La vérité ne serait plus seulement dévoilée, elle serait révélée dans toute sa longueur, dans tout son cynisme. Et le monde verrait qu'il ne s'agissait pas d'un amour naissant, mais d'une manipulation, ancienne, orchestrée depuis le cœur même de ce qu'ils avaient voulu faire oublier. Le jour du mariage arriva avec une précision cruelle. Bordeaux brillait sous un ciel sans nuages, et le château de la Combe semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ses façades d'un blanc éclatant, ses jardins à la française soigneusement taillés, ses salons baignés de lumière naturelle, tout avait été pensé pour incarner la perfection. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, affluaient par dizaines, accueillis par des hôtesses souriantes et des flûtes de champagne. Un quatuor à cordes jouait sous une tonnelle décorée de pivoines et de roses blanches. Claire, radieuse, dans sa robe de créatrice, rayonnait au bras de son père. Son visage exprimait une fierté tranquille, assurée, celle de quelqu'un qui avait tout conquis sans jamais reculer. Étienne, debout près de l'officiant civil, arborait le même, calme apparent. À ses côtés, des collègues influents, des amis de longue date,
des membres de la famille divisés entre surprise et admiration. Parmi la foule, nul ne remarquait la silhouette discrète d'une femme en robe marine, lunettes sombres, chapeau sobre. Élodie était là, assise à la dernière rangée, dos droit, mains croisées sur ses genoux. Juliette, elle aussi présente, dissimulée dans le personnel chargé des prises de vue, gardait les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, les écouteurs en place, prête à exécuter le signal. La cérémonie s'ouvrit sur les discours prévisibles. Les mots sur l'amour, la confiance, le renouveau. Claire avait le sourire facile, Étienne un regard tendre. Tout semblait se dérouler sans accroc, dans la beauté irréprochable d'un moment volé au réel. Puis, au moment précis où l'officiant prononça la formule rituelle, « Si quelqu'un s'oppose à cette union », une note dissonante surgit des haut-parleurs. Un grésillement. Une image apparut sur l'écran géant installé derrière les mariés. Au début, floue, puis nette, une photo. Claire et Étienne, attablés dans un restaurant parisien, le sourire complice. Un selfie. Puis une série d'images, messages, extraits de leurs échanges privés, datés de plusieurs mois avant qu'Élodie n'ait eu connaissance de l'affaire. Messages explicites, sans ambiguïté, révélant leur relation alors qu'Étienne vivait encore maritalement. Puis vinrent les extraits de témoignages, montés comme un court-métrage. La voix d'Olivier Desprez, modifiée pour préserver son anonymat, racontant comment Claire avait intégré les cercles d'Étienne, comment elle s'était introduite dans son entourage, des extraits floutés de registres de prestataires, des captures d'écran de réseaux sociaux, prouvant la manipulation. Un silence de plomb s'abattit. Claire, figée, perdit immédiatement ses couleurs. Étienne, lui, tourna lentement la tête vers l'écran, le visage fermé, comme pétrifié. L'officiant baissa les yeux. Dans l'assistance, des murmures commencèrent à éclater. Certains invités se regardaient, hébétés, d'autres se levaient, incrédules. Puis une dernière image apparut. Une phrase blanche sur fond noir. « Quand on efface une vie, il faut s'attendre à ce qu'elle revienne. » Claire, dans un souffle, murmura « C'est elle, Élodie. » Juliette, toujours parmi les techniciens, lança un discret coupé. L'écran s'éteignit. Mais le mal était fait. Élodie se leva calmement. Elle marcha jusqu'à la sortie, sans un mot, sous les regards stupéfaits, les murmures grandissant. Personne n'osa l'arrêter. Elle passa près de Claire, qui tenta de s'avancer, mais fut retenue par une amie. Étienne, paralysé, n'avait pas bougé. Il ne regardait plus personne. Son regard était perdu, comme vidé. En sortant dans l'allée bordée d'arbres, Élodie inspira profondément. L'air sentait le jasmin et l'humidité du matin. Elle n'avait pas crié, pas accusé, pas humilié. Elle avait simplement montré. Et dans cette vérité exposée, il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait ce qu'aucune vengeance ne pourrait égaler. Elle avait donné aux autres la chance de voir ce qu'elle avait vécu. Derrière elle, le chaos s'installait doucement. Certains invités quittaient déjà les lieux, confus, choqués. D'autres interrogeaient les organisateurs. Une rumeur montait, et avec elle, la chute d'un décor savamment construit. Le mariage n'avait pas été annulé, mais il n'existait plus. Juliette la rejoignit quelques mètres plus loin. « Ah, c'est fait », murmura-t-elle. Élodie acquiesça. Elle ne souriait pas. Elle n'était pas fière. Mais elle était entière. « Ce n'était pas pour moi », dit-elle enfin. « C'était pour eux, pour qu'ils sachent. » Et dans le silence qui suivit, le château, derrière elle, ne semblait plus aussi majestueux. Il ressemblait à une scène après la fin de la pièce. Les rideaux venèrent de tomber. Le lendemain du mariage avorté, les rumeurs s'étaient déjà transformées en certitudes. Ce qui s'était produit au château de Lacombe n'était plus un secret, mais un scandale en pleine expansion. Les invités, encore sous le choc, avaient quitté Bordeaux avec des récits divergents, mais tous imprégnés de la même stupeur. Un mariage interrompu, une vérité révélée en direct, des preuves irréfutables projetées devant des dizaines de témoins. Et, surtout, une femme, Élodie Moreau, qui avait refusé d'être effacée. Dès le lundi, les répercussions se firent sentir. L'un des premiers à en subir les conséquences fut Étienne.
Son cabinet d'avocats, basé à Lyon, avait déjà entendu parler des rumeurs d'un divorce trouble. Mais maintenant, les clients, informés par leur réseau ou présents à la cérémonie, posèrent des questions. Certaines entreprises partenaires décidèrent de suspendre temporairement leur dossier, invoquant un climat instable autour de la direction. En interne, les associés d'Étienne le convoquèrent. Le ton fut glacial. L'un d'eux, ancien camarade de promotion, résuma ce que tous pensaient. « Tu pouvais divorcer, tu pouvais aimer quelqu'un d'autre. Mais faire ça dans l'ombre, et maintenant, dans la lumière, tu nous mets tous en danger. » Il fut contraint de se retirer temporairement, le temps de stabiliser la situation. Mais Étienne comprit qu'il ne reviendrait pas. Sa crédibilité, socle même de sa carrière, s'effritait sous le poids de l'exposition. Claire, de son côté, connut un revers encore plus brutal. Dans le monde de la communication et des relations publiques, la réputation est une monnaie aussi précieuse que la compétence. Et la sienne, désormais, portait la trace d'une femme perçue comme manipulatrice, ambitieuse à l'excès, sans scrupules. Son entreprise, confrontée à l'indignation de certains clients et au malaise grandissant en interne, l'invita à prendre du recul. Le message était clair, sa présence nuisait. Elle tenta de reprendre la main, de s'expliquer, de nier certaines interprétations. Mais le mal était fait. Même ses plus proches amies se montraient distantes. Certaines avaient été présentes à la cérémonie. D'autres avaient vu la vidéo relayée en privé, car bien sûr, quelques extraits avaient filtré. Un prestataire, outré, avait transmis un enregistrement partiel à un blog local. Le scandale, d'abord discret, commençait à s'étendre. Élodie, elle, restait silencieuse. Les journalistes de presse régionale tentèrent de la joindre. Elle refusa. On lui proposa une interview, un témoignage, même un livre. Elle déclina chaque offre. Ce n'était pas son histoire qu'elle voulait vendre. C'était sa paix qu'elle voulait préserver. Ses enfants, Camille et Lucas, avaient été informés quelques jours avant la cérémonie. Elle leur avait expliqué calmement, sans colère, avec les preuves en main. Ils avaient réagi avec maturité, mélange d'indignation, de tristesse et d'un respect renouvelé pour leur mère. Aucun des deux n'assista au mariage. Aucun ne contacta Étienne après le scandale. Lucas, en particulier, fut le plus affecté. Il avait idolâtré son père. La chute fut brutale. Il envoya un message court, sec, sans appel. « Je ne te reconnais plus. Je ne veux pas te parler pour le moment. » Camille, plus réservée, envoya une lettre à Claire. Elle n'y exprimait ni haine ni insulte, juste un récit chronologique des événements, des faits, des dates. Et une phrase, à la fin, « Tu n'as pas détruit notre famille. Tu nous as simplement prouvé qu'on pouvait survivre sans toi. » Pendant ce temps, Élodie s'éloigna. Elle coupa son téléphone pendant plusieurs jours. Elle retourna à ses lectures, à son jardin, à sa musique classique. Elle ne regardait plus les réseaux sociaux. Elle n'avait pas besoin de savoir. Ce qu'elle avait fait n'était pas pour la reconnaissance. C'était un acte de vérité. Et maintenant, que la vérité avait fait son œuvre, elle pouvait enfin respirer. Juliette, toujours à ses côtés, lui rendit visite un soir. Elles s'assirent dans le salon, un verre de vin à la main. « Tu l'as fait, » dit Juliette, « et tu l'as fait proprement. » Élodie haussa les épaules. Il fallait que quelqu'un arrête de se taire. Juliette sourit, sans ironie. « Tu n'es pas seulement celle qui a parlé, tu es celle qu'on écoute. » Mais Élodie ne voulait pas être un symbole. Elle voulait retrouver le silence, le vrai. Pas celui de la douleur, mais celui de la paix. Elle savait que le scandale finirait par se dissiper, que le nom d'Étienne apparaîtrait peut-être de moins en moins dans les conversations. Mais ce qu'elle avait gagné ne pouvait être effacé. Elle n'avait plus besoin de preuves, ni de plans, ni de vengeance. Elle avait repris possession de sa voix, de son histoire, et à présent, elle pouvait écrire un nouveau chapitre. Pour elle, sans bruit, sans haine, avec force. Quelques mois avaient passé depuis le jour où le château de Lacombe s'était transformé en théâtre de vérité. L'été s'était retiré discrètement, laissant place à un automne doux et lumineux. Lyon, fidèle à son rythme, n'avait pas changé. Mais pour Élodie,
Chaque coin de rue, chaque café, chaque librairie familière semblait soudain baignée dans une lumière nouvelle, débarrassée du poids de l'ancien. Elle avait quitté la maison qu'elle avait partagée avec Étienne. Ce ne fut pas une décision douloureuse, mais nécessaire. Vivre entre les murs d'un passé devenu mensonge, entouré d'objets silencieux qui murmuraient une histoire fausse, n'était plus supportable. La vente de la propriété se fit sans affrontement. Étienne, encore englué dans les conséquences de sa chute, signa les papiers sans résistance. Ils ne se parlèrent pas. Avec sa part de l'argent, Élodie fit ce qu'elle avait toujours, rêvé sans jamais oser. Elle ouvrit un club de lecture, un lieu à son image, niché dans une ruelle tranquille du vieux Lyon. Les murs étaient recouverts d'étagères remplies de romans français et étrangers, de recueils de poésie, de biographies littéraires. Un coin salon accueillait les visiteurs sur des canapés moelleux, tandis qu'une grande table en bois massif trônait au centre de la pièce pour les discussions de groupe. Elle l'appela l'encrier libéré. Un nom choisi avec soin, symbole de tout ce qu'elle avait vécu. L'encrier, pour la constance de la parole, la puissance des mots. Libérée, pour ce qu'elle était devenue. Une femme qui n'avait plus besoin de se justifier, ni de s'effacer. Le bouche à oreille fit son œuvre. D'anciens élèves, des amis, des passionnés de lecture s'y rendaient régulièrement. On y discutait de Marguerite Duras, de Virginia Woolf, de Toni Morrison, de Georges Perec. Parfois, en silence, on lisait simplement. Parfois, les échanges prenaient la forme de débats enflammés, riches, vivants. Élodie, au milieu de tout cela, n'était plus la femme trahie. Elle était Élodie, la passeuse de mots, l'animatrice d'un lieu où chacun pouvait poser ses bagages. Elle avait retrouvé la paix, mais surtout, elle avait retrouvé l'utilité. Plus que la reconstruction, c'était une renaissance. Elle riait à nouveau, souvent. Elle redécouvrait les petits plaisirs. Un café noir en terrasse, un vieux film en noir et blanc, une promenade matinale au bord de la Saône. Elle reprit aussi l'écriture, non pas pour publier, juste pour elle, pour poser ce qui restait, ce qui faisait encore mal, et le transformer en phrases. Claire et Étienne, de leur côté, s'étaient repliés. On disait qu'ils vivaient désormais en périphérie de Bordeaux, à l'abri des regards. Leur union, bien que maintenue officiellement, semblait privée de fondation. Aucun article, aucun faire-part, aucune photo publique. Ils n'étaient pas tombés bruyamment. Ils s'étaient simplement effacés. Comme s'ils comprenaient que leur histoire, désormais, ne suscitait plus admiration, mais gêne. Élodie recevait encore parfois des messages. Des femmes, surtout, touchées par ce qu'elles avaient entendu, vu ou deviné. Elles écrivaient pour dire merci, pour partager leur propre parcours, pour se sentir moins seules. Élodie répondait toujours. Pas longuement, pas pour conseiller, juste pour dire « Je vous comprends ». Lucas et Camille la soutenaient avec une tendresse discrète. Ils venaient la voir souvent, participaient aux lectures, l'accompagnaient parfois au marché. Leur regard sur elle avait changé. Ce n'était plus seulement celui d'enfant vers leur mère. C'était celui d'adulte envers une femme forte, lucide, debout. Leur relation s'était enrichie d'une dimension nouvelle, tissée d'admiration silencieuse. Juliette, quant à elle, était devenue une amie proche. Leur alliance, née de la colère, avait laissé place à un lien plus profond. Elles se retrouvaient souvent pour dîner, parler de littérature ou simplement marcher dans la ville. Juliette avait elle aussi repris sa place dans le monde, plus sûre, plus libre. Leur complicité, née dans la douleur, s'était transformée en un soutien mutuel sincère. Un jour, alors qu'elle classait des livres dans une caisse pour une nouvelle étagère, Élodie tomba sur un vieux carnet. Son carnet d'avant, celui des recherches, des noms, des preuves. Elle le feuilleta lentement. Les dates, les photos, les extraits de messages. Tout était encore là, intact. Mais ce qu'elle ressentit, en le refermant, ce ne fut pas de la rancune. Ce fut de la gratitude. Ce carnet avait été son arme. Et désormais, elle n'en avait plus besoin. Elle l'enveloppa, dans un foulard, le glissa dans une boîte, puis dans une armoire. Non pas pour l'oublier, mais pour lui donner sa juste place, celle du passé. Le présent, lui, n'avait plus besoin de justification.
Il était paisible, construit, à sa mesure. Pour la première fois depuis longtemps, Élodie ne se définissait plus par ce qu'on lui avait fait. Elle se définissait par ce qu'elle était devenue. Et cela, personne ne pourrait lui enlever. L'hiver approchait doucement. Lyon, vêtu de gris et d'or, respirait une sérénité calme entre les façades anciennes de la vieille ville. Les rues, bordées de librairies et de petits cafés, s'animaient lentement au rythme des lumières tamisées et des vitrines décorées pour les fêtes. L'Encrier libéré, le club de lecture fondé par Élodie, vivait désormais à son propre rythme. Les discussions y étaient toujours intenses, les silences riches de sens. Mais ce lieu, avant tout, était devenu un refuge, pour les lecteurs, et pour Élodie elle-même. Un samedi de novembre, une exposition culturelle se tenait à l'hôtel de ville. Élodie s'y rendit seule, par choix. Il ne s'agissait pas d'une sortie mondaine, mais d'une envie simple, voir, sentir, écouter. Parmi les stands, elle flâna entre les installations artistiques, les performances littéraires, les tables de débat sur la mémoire, la vérité et l'intime. Au détour d'un couloir, elle croisa plusieurs visages connus. Des gens qui, naguère, n'étaient pas que des connaissances, des figures périphériques de son ancienne vie, une collègue d'Étienne, un ami du cabinet, une ancienne voisine. Tous la reconnurent. Tous eurent la même réaction. Un bref instant de stupeur, suivi d'un silence respectueux. Personne ne lui posa de questions. Personne ne fit de remarques. Mais les regards en disaient long. Elle n'était plus simplement la femme d'Étienne. Elle était devenue celle qui avait parlé sans hausser la voix, celle qui avait mis la vérité au centre, sans hurler, sans salir. Ce qu'elle avait fait ne s'était pas effacé. Cela vivait dans les murmures, dans les silences, dans les souvenirs partagés entre ceux qui avaient vu et compris. À un moment, une femme s'approcha. Une journaliste locale, croisée autrefois lors d'un événement scolaire. Elle hésita, puis dit « J'ai toujours voulu vous dire. Votre calme, ce jour-là, m'a bouleversée. » Élodie sourit poliment. Elle répondit simplement « Il n'y a parfois rien à ajouter, quand tout a déjà été vu. » La femme hocha la tête et s'éloigna. C'était ainsi, désormais. Sa force ne résidait pas dans les mots qu'elle pouvait encore dire, mais dans ceux qu'elle n'avait plus besoin de prononcer. Elle n'avait pas publié de récits, n'avait pas alimenté les colonnes des magazines, n'avait pas transformé son histoire en drame commercial. Elle l'avait vécue, affrontée, dépassée. Et cela suffisait. De retour chez elle ce soir-là, elle trouva un message glissé sous la porte du club. Une enveloppe simple, sans nom. À l'intérieur, une feuille pliée, écrite à la main. « Je ne mérite pas de réponse. Mais je voulais te dire que je n'ai jamais su comment te regarder en face, après tout ce que j'ai fait. J'espère seulement que tu as trouvé la paix. Et Étienne. » Elle lut sans frémir. Elle ne ressentit ni colère ni tristesse. Seulement un léger écho, lointain, d'un passé qui n'avait plus d'emprise sur elle. Elle plia la feuille, la rangea dans un tiroir. Elle ne répondrait pas. Il n'y avait rien à répondre. Ce qu'il cherchait, c'était probablement un pardon. Mais ce qu'elle avait trouvé, c'était mieux que cela. Une vie où il ne comptait plus. Quelques jours plus tard, elle organisa une lecture publique au club. Le thème du mois, les silences nécessaires. La salle était pleine. Les lecteurs prirent tour à tour la parole, lisant des extraits de textes sur la vérité tue, les mots perdus, les voix retrouvées. Quand vint son tour, Élodie lut un passage d'Annie Ernaux. Il faut écrire parce que c'est la seule manière de ne pas faire taire ce qui a été vécu. Et quand elle releva les yeux, tous les regards étaient sur elle. Pas un mot ne fut prononcé. Mais dans ce silence-là, il y avait tout. La reconnaissance, le respect, la compréhension. Elle sourit. Parce qu'elle savait, enfin, que sa voix, même dans le silence, avait porté. Et que parfois, la plus grande victoire est de se tenir droite au milieu du bruit, sans avoir besoin de crier.